un temps plus long. On est ensemble pour 1h30. On démarre avec 10 petites minutes de retard. Ensemble donc jusqu'à 13h sur le thème des médias sociaux, de l'irréputation, évidemment sous l'angle B2B. Vous êtes là pour ça. C'est mon collègue François Laurent de l'ADTEM qui animera cette session, qui réunit 4 intervenants. Je vous laisse la parole, messieurs, dames, pour donc 1h30. Il y aura quelques présentations et j'espère à la fin quelques questions du public. C'est à vous et je vous laisse un micro. Merci, bonjour. Je suis François Laurent, coprésident de l'ADTEM. Et donc cette présentation est aussi le lancement d'un livre blanc que l'ADTEM et la Proged ont réalisé ensemble. Alors, il est évident que je ne vais pas présenter la Proged. Bernard Normier, qui a dirigé les travaux pour la Proged, nous le fera. Laurent Prével, qui est le président de la Proged, se cache dans la salle, donc il doit être par là, vous le verrez certainement là-bas. Il est juste là, reconnaissable avec son nœud papillon, avec Marie-Odile, qui est la déléguée générale de la Proged. Moi, je vais juste vous dire 2 mots de l'ADTEM pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, si vous voulez devenir membre de l'association, on a un stand au village des partenaires, donc c'est extrêmement facile. On a aussi un site, adtem.org. L'ADTEM, c'est la plus grosse association de marketing en France, puisque ça recoupe 1500 personnes. Mais cela étant, on n'adhère pas à une association parce qu'il y a 1500 personnes, on adhère à une association parce qu'elle présente un avantage, elle a un plus produit, comme on dit en marketing. Et en fait, l'ADTEM doit aider les marketeurs un peu à construire le futur de leurs produits et de leur entreprise. Pourquoi ? Parce que si, après avoir étudié le marketing dans les livres scolaires et universitaires, vous lancez dans le marketing, vous apercevez très rapidement que tout ce que vous avez appris est déjà obsolète. Et la seule façon de pouvoir se tenir à flot dans le marketing aujourd'hui, parce que les techniques évoluent, parce que les médias évoluent, et notamment les médias sociaux, parce que aussi la société, les consommateurs évoluent, la seule possibilité de se tenir à flot, de connaître le marketing, c'est d'échanger, de rencontrer ses pairs et sans arrêt se former par des échanges. Et l'ADTEM, c'est avec pas loin d'aujourd'hui d'une trentaine de clubs d'échange et pas loin d'une centaine de matinées qu'on organise ou de soirées selon les thématiques tout au long de l'année, la meilleure façon de pouvoir échanger, rencontrer et finalement connaître les meilleures pratiques. Alors je vous disais que les médias, et notamment les médias sociaux, évoluent. C'est pour ça que l'ADTEM se penche énormément sur les problématiques de réputation. Et c'est tout naturellement que pour un deuxième ouvrage, puisque nous avions déjà fait un ouvrage sur l'Ubimédia, nous sommes rapprochés de la Proged et nous avons lancé donc ce livre blanc, les médias sociaux donc, et surtout l'irréputation sur le B2B. Et donc, on va discuter de cette problématique avec 4 intervenants. Je les laisserai se présenter parce qu'ils se présenteront certainement beaucoup mieux que moi je le ferai. Je vais tout de suite laisser la parole donc, à Bernard Nomier qui a été le leader sur ce projet. Bernard, je te laisse la parole. Je meuble le temps que tu arrives au pupitre. Alors, j'aurais dire, je meuble le temps que tu lances en plus. Ça marche. Bien, bonjour, merci. Le micro marche bien. Non, il ne marche pas. Ah, ça y est, ok, merci. Donc effectivement, comme ça vient d'être dit, on vient de terminer un livre blanc sur la e-réputation B2B, donc en collaboration entre l'ADTEM et la Proged. Donc l'ADTEM vient d'être présenté, j'imagine que en ce lieu, tout le monde connaît bien. Alors, voilà. La Proged, en revanche, est peut-être moins connue de vous. Donc, c'est une association professionnelle qui vient de fêter ses 20 ans, qui regroupe une centaine d'entreprises du monde de la technologie, donc de l'informatique, du logiciel, de l'Internet, qui historiquement se centrait essentiellement sur les métiers de ce qu'on appelle la maîtrise des contenus électroniques, c'est-à-dire la production, le stockage, la conservation, la publication des contenus électroniques, et qui,
depuis un certain temps, depuis 2 ans environ, étend assez largement son champ d'action vers la valorisation des contenus. C'est-à-dire que c'est une chose de stocker l'information, et c'en est une autre que de la valoriser. Alors évidemment, donc les sujets qui sont abordés, il y en a un certain nombre. Il y a ce qui tourne autour de l'indexation, comment on indexe des contenus. La linguistique, hein, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenus sur les systèmes, sur Internet, sont en fait des textes, hein, c'est de l'information qui n'est pas structurée. Et pour l'interpréter, pour la comprendre, les technologies linguistiques sont importantes. Les moteurs de recherche sémantiques, pour retrouver des choses par l'intention et pas simplement par la forme des mots. Ce qui tourne autour de la dématérialisation, la gestion des contenus, la gestion des documents, l'archivage, la capture, l'éditique, les workflows. Donc toute une série de sujets assez importants. Et les sujets qui sont liés à la valorisation des contenus ont été boostés, si je puis dire, il y a 2 ans environ, au moment où une association qui s'appelait l'APIL, qui voulait dire l'Association des professionnels des industries de la langue, a intégré la Proged. La Proged est très active. J'ai un peu du mal à parler en présence du président, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Se positionne au cœur de la réflexion sur la gestion et l'optimisation des contenus numériques, et a un rôle important, significatif, en matière, comme association professionnelle de ce type, d'information, d'études, de rencontres, et notamment de formation, et notamment une action importante en matière de normes, à travers une collaboration avec une participation aux travaux de l'AFNOR et de l'ISO. Et également, la Proged organise un congrès annuel qui s'appelle le Congrès national de la valorisation des contenus numériques, dont la prochaine édition aura lieu en novembre prochain. Donc voilà pour la Proged. Et les membres de la Proged sont à la fois des très grandes sociétés du domaine informatique et logiciel, et puis des entreprises de taille plus diverses. Alors, ce livre blanc est le résultat d'un travail de pas loin d'une année, un peu moins d'1 an, et l'idée qui va être redéveloppée dans quelques minutes par Isabelle Saladin, c'était de se centrer sur la e-réputation B2B. Parce qu'il y a déjà pas mal de publications et pas mal d'idées qui circulent sur la problématique de la e-réputation en général. Et en fait, on a l'impression que la e-réputation, quand on parle de e-réputation, on pense beaucoup à la réputation grande consommation, les marques, les grandes marques, etc. Mais en fait, il y a tout un champ également très important sur le B2B. Donc, ce que je vais faire là en deux transparents, je vais juste présenter les sujets abordés dans ce livre blanc sans trop les commenter, et on reviendra dessus ensuite. Donc ensuite, on a une partie sur qui sont les acteurs qui jouent dans ce circuit de la e-réputation, donc le rôle des clients, des fournisseurs, des concurrents, de l'environnement en général. Chaque chapitre est signé d'un auteur. Donc là, c'est Marie-Odile Charodot, qui est déléguée générale de la Proged. Ensuite, on a une partie sur quelle est la place de la réputation dans la stratégie d'entreprise. J'ai essayé de résumer en une ligne un chapitre. Évidemment, ce n'est pas simple, mais une idée, en tout cas, parmi d'autres, qui revient dans ce texte de Jean-Marc Goachet, qui est ici. C'est est-ce que le positionnement perçu est en phase avec celui qui est visé par l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, etc. Comment on peut surveiller ça. Ensuite, on a un chapitre sur une comparaison de ce qu'est la e-réputation, je dirais classique, peut-être, le mot n'est peut-être pas bien choisi, en B2C par rapport à ce qu'elle est en B2B, avec un certain nombre d'idées qui vont certainement être commentées.
En B2B, les cibles sont plus étroites. On est dans un monde, entre guillemets, plus sérieux, plus business. Mais en même temps, tout le monde se connaît, plus ou moins, dans des milieux B2B. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'aller sur les réseaux sociaux? Puisque, en gros, dans certains milieux, en tout cas, les relations entre les gens entre les professionnels sont déjà étroites. Donc, ce qui est montré, c'est que, ben oui, on a bien besoin de sortir de son réseau professionnel immédiat et élargir sur les réseaux. En même temps, un autre point, c'est que en B2B, les dialogues sont professionnels. Et donc là, ce sont vraiment des gens qui parlent de leur métier avec des expertises techniques ou des expertises métiers qu'on ne trouve pas dans le B2C, ou moins. Ensuite, on a dans ce livre blanc un chapitre sur les risques et les parades. Donc, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés. Le B2B déborde sur le B2C. Bon, l'exemple, c'est Foxconn, qui est le fournisseur d'Apple, qui a eu des problèmes sociaux en Asie. Mauvaise réputation de Foxconn, qui rejaillit d'une certaine manière sur Apple. C'est Églantine Schmidt de Proxem qui a travaillé sur ce point. Elle montre aussi la difficulté de cacher une info. C'est à partir du moment où il y a une mauvaise information, un bad buzz qui circule sur vous, c'est très difficile de le retirer. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, qui est du nom de Barbara Streisand, qui avait voulu cacher sa maison. Et en fait, le seul fait d'avoir dit qu'elle voulait cacher sa maison fait qu'il y avait plein d'hélicoptères qui sont venus au-dessus de sa maison pour faire des photos. Ensuite, on a une partie sur le fait qu'on commence à voir apparaître des contrats d'assurance qui cherchent à dédommager ou à aider quelqu'un qui voudrait prendre une action parce qu'il y a une mauvaise réputation sur lui, et une partie sur la partie juridique, les recours juridiques, la diffamation, comment réparer, qui a été rédigé par Olivier Théanu, qui est avocat à la Cour d'appel et qui est membre de la Proged. Ensuite, on a une partie sur les outils techniques et de mise en œuvre qui a été rédigée par moi-même, où on regarde comment on fait pour collecter les données sur le web. On sait que c'est gros, on sait que c'est compliqué, on sait que ça ne peut pas être exhaustif, donc comment on fait. Ensuite, une problématique sur l'analyse. Une fois qu'on a collecté les données, comment on fait pour les analyser, en partant du principe qu'au moins, dans un certain nombre de cas, on ne peut pas faire les choses à la main parce que les volumes sont trop gros. Donc il faut s'aider de systèmes informatiques. C'est de la motivation, en tout cas une des motivations importantes du rôle de la Proged dans ce livre blanc. Bernard, il faudrait que tu parles plus tonique parce qu'ils ne t'entendent pas dans la salle. Ah, ils ne m'entendent pas? Non. Dans l'autre salle? Oui. Bon, je vais parler plus fort. Je vais essayer d'être plus tonique. Donc, une partie sur l'analyse de ces textes, sachant que il y a des disciplines anciennes dans le monde du logiciel qui ont ce qu'on appelle le text mining, qui est le fait d'extraire de l'information du texte et de la structurer pour pouvoir en faire ensuite des opérations, des calculs, etc. Mais dans le monde de la réputation, il y a un problème particulier, c'est que l'information qu'on veut extraire, c'est des informations subjectives, c'est des avis. Et ça, du point de vue des technologies de traitement automatique des langues, ça pose des problèmes nouveaux et particulièrement complexes. Il y a une autre problématique, c'est on regarde avec des outils l'information qui circule, mais qui envoie cette information? Est-ce que ce sont des gens influents, pas influents? Comment on repère tout ça? Comment on cartographie les influences? Et enfin, dernière partie, c'est une fois qu'on a une bonne idée de ce qui se dit sur tel ou tel sujet, comment on peut entrer dans le jeu à travers le community management. Donc voilà le sujet. C'est un bon document qui fait 75 pages, qui, je crois, est de bonne tenue et qui va être publié sur les sites de la Proged et de l'ADTEM dans les tout prochains jours. Il y a également dans ce document un certain nombre de tribunes et d'avis d'experts. Il y a une tribune qui font chacune 2 pages, 2-3 pages. Une de Thierry Welloff, qui est président de Welcome et président, c'est surtout à ce titre-là qu'il intervient, du Syntec RP. Une tribune du président du CIGREF, le Club informatique des grandes entreprises de France. Une tribune de Georges Fischer, qui est directeur délégué à la CIP en charge des relations internationales.
une tribune d'Éric Castro, qui est consultant, et une autre de Gilles Adami, également consultant, auteur d'un ouvrage qui vient de sortir sur le web social et la réputation, et qui est intervenu sur le sujet de la e-réputation B2B dans le monde politique. Je voudrais juste un tout dernier slide pour montrer que la e-réputation, c'est un sujet qui monte. Bon, ça, regardez le fait que cette salle est complètement pleine, ce qui montre que c'est effectivement un sujet chaud. Et là, je me suis amusé à prendre sur Google Correlate, qui est un outil qui permet de corréler la fréquence des questions posées sur 2 sujets. Et quand on fait une corrélation entre e-réputation et sentiment analysis, qui sont donc les technologies d'analyse des avis, des recommandations qui circulent sur Internet, on voit que c'est totalement corrélé. Donc ça veut bien dire que ce sont des sujets importants qui sont en train de grimper. Voilà pour la présentation du livre blanc. Et je pense qu'on va passer la parole à Isabelle. Tout à fait. Isabelle, tu as écrit l'introduction. Oui. Tu nous en dis un peu plus? Alors, en fait, le pourquoi j'ai, avant même d'écrire l'introduction... Pareil, sois tonique dans le micro, oui, parce que de l'autre côté, ils t'entendront pas. Tonique. En dehors d'écrire l'introduction, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui est pas mal, j'ai plutôt parlé en termes de retour utilisateur. Donc moi-même ayant des fonctions de direction marketing depuis plus de 12 ans dans l'IT, donc en France et en Europe. Et en parallèle, je suis assez proche du monde du web en aidant des startups à démarrer vraiment from scratch. Donc on parle plus que startup même, à démarrer directement du business plan. Donc ça, c'est perso, c'est assez intéressant à comprendre. Et donc l'avantage de l'expérience de ces 2 mondes, c'est quand on parle d'e-réputation, c'est comment au quotidien, moi, je peux l'utiliser en tant que directrice marketing dans l'IT. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et en plus d'avoir ma société, donc Perceptive Software, du monde de l'ECM, membre de la Projed, j'ai vraiment été intéressée à titre personnel de participer à ce livre blanc. Parce que l'e-réputation B2B, comme le disait Bernard, on est très, très habitué au B2C. L'e-réputation B2B, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ce n'est pas du tout les mêmes modes de marketing, ce n'est pas du tout les mêmes modes de vente. On ne parle pas du même business model. Et donc, ça a été vraiment intéressant de voir en fait de quoi on parle quand on parle de e-réputation. Donc, l'e-réputation B2C, c'est vrai, existe depuis la nuit des temps. En me penchant un peu sur le sujet, j'ai remarqué que ça existait depuis la création des jeux vidéo. Donc, on parle de loin. Donc, très axé sur le web. Donc, ça a été normal que les acteurs du B2C comme eBay et Amazon ont été les premiers à utiliser l'e-réputation comme vraiment un outil de vente, réellement. Parce que le consommateur achète pour lui-même dans le B2C. Donc ça a été les premiers, je crois qu'on parle dans les années 90, si ma mémoire est bonne, d'actionner un peu cet outil e-réputation avec les notes par les acheteurs. Ou en tout cas, l'avis des acheteurs directement sur le site pour les produits, etc. etc. Partie B2B, ça a commencé à être un sujet il y a peu de temps parce que le web a toujours été plutôt un moyen de communication. Pas du tout de business, donc vraiment pur de communication avec la presse qui est de plus en plus dématérialisée pour passer des informations, pour faire des jeux. Enfin, c'est vraiment on parle plus de la presse et du RP dans le B2B, jusqu'au moment où les réseaux sociaux ont explosé et les budgets marketing B2B ont été complètement coupés. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont à peu près les mêmes fonctions que moi, mais on a bien vu les budgets marketing en B2B coupés il y a quelques années. Et donc, la question a été comment, du coup, en B2B, ma première préoccupation, c'est faire de la génération leads, donc ce qu'on appelle en anglo-saxon, c'est-à-dire vraiment la génération d'affaires, comment attirer les prospects vers nous. On n'a plus de budget, donc on ne peut plus utiliser les moyens plutôt classiques, donc agences de télémarketing, gros salons avec des énormes budgets. On a les réseaux sociaux qui sont de plus en plus développés. Comment on peut mixer les deux? Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, en fait, qu'avec le développement des réseaux sociaux, même si l'acheteur n'achète pas pour lui, mais pour son entreprise, là on est en B2B, il y a de plus en plus de personnes, donc n'importe quelle fonction dans l'entreprise, qui marquent un avis. J'ai acheté pour mon entreprise tel logiciel, j'ai acheté pour mon entreprise telle ou telle chose, et le fournisseur, j'en suis content, j'en suis pas content. Et c'est de là qu'est réellement née l'e-réputation B2B. La seule différence, c'est que quand on est une entreprise à entreprise, il y a des règles, il y a des juridictions. Est-ce qu'on a le droit ou pas de porter un avis sur son entreprise? Comment je peux contrôler ça en tant qu'entreprise? C'est-à-dire comment je peux contrôler ou empêcher un client de donner un avis sur un produit? Comment je peux aussi utiliser ça pour faire du business?
quand on est dans le B2B, marketing B2B, c'est réellement la problématique d'aujourd'hui. Donc en fait, la réelle question qu'on s'est posée à la fin de l'introduction, c'est comment l'e-réputation B2B intègre complètement la stratégie de l'entreprise. Et là, je crois que Jean-Marc, tu as passé beaucoup de temps sur cette partie-là. Donc comment on peut allier e-réputation et stratégie de l'entreprise. Donc tu vas passer. Donc je vais meubler moi aussi pendant que tu arrives au. Donc c'est un sujet très intéressant, mais c'est réellement. Donc là le point, et je pense que je vais intervenir dans plusieurs de vos présentations, monsieur, c'est plus en termes de retour d'expérience et réellement je le vis au quotidien. Donc j'essaye réellement d'appliquer ça et d'utiliser l'e-réputation B2B comme le nouvel outil de business développement ou de lead gen, avec toutes les conséquences et les points positifs que cela peut avoir. Jean-Marc, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Gouaché, je co-anime avec François Laurent le club marketing 2.0 de l'ADTEM et j'appartiens à l'école des mines de Paris, Mines Paris Tech. Et ce qui me fait intervenir aujourd'hui, c'est donc mes missions en termes de responsable de la communication numérique et du web marketing. Alors pourquoi parler B2B pour une école d'ingénieurs? C'est qu'en fait on réalise 40 millions de recettes contractuelles par an avec le monde de l'industrie et que notre présence sur le web est intimement liée à la réputation et donc on tombe dans le B2B. Alors ce que je veux simplement aborder lors de cette présentation, c'est de montrer que finalement lorsqu'on interroge sa réputation, on interroge ni plus ni moins la stratégie d'entreprise. Alors, en fait, aujourd'hui, la présence d'une entreprise sur le web, ça ressemble un peu à ce schéma-là que vous avez là. On navigue dans un univers de traces. En permanence, une empreinte numérique. Les prises de parole, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient à l'initiative des salariés, qu'elles soient à l'initiative des clients, finalement, on laisse des traces partout. Et c'est cette empreinte numérique qui fait qu'à un moment, on peut arriver à une mauvaise réputation. Alors la mauvaise réputation, eh bien, c'est peut-être déjà de ne pas être en phase avec la promesse, la fameuse promesse. Quelle est la promesse au travers du marketing que l'on tient vis-à-vis de ses clients? Et dès qu'on ne tient plus cette promesse, eh bien, ça engendre la mauvaise réputation. Ça peut aussi tenir à un manque d'écoute. À force de ne plus écouter ses clients, on se retrouve en décalage et du coup, il y a une mauvaise réputation qui va se créer. Ça peut être également des questions qui sont posées et surtout des questions sans réponse. Et vous remarquerez que j'ai précisé mauvaise réputation et pas mauvaise e-réputation. Finalement, est-ce qu'on parle vraiment d'e-réputation? Non, on parle surtout de la réputation, parce qu'il y a un lien entre le offline et le online. La vie IRL, la vie en ligne et la vraie vie de tous les jours sont intimement liées. Le web est tellement intégré dans la vie de tous les jours aujourd'hui que finalement on ne parle plus de web, on parle de vie classique et normale, et la e-réputation se retrouve dans la réputation. Alors, comment on peut réagir face à une mauvaise réputation? Eh bien, une des premières démarches à opérer, c'est d'écouter la majorité silencieuse. Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui vont parler, enfin surtout qui vont écouter. Il faut voir que sur 100 personnes, il y en a une qui va poster du contenu, il y en a peut-être 9 qui vont commenter, et puis il y en a 90 qui vont écouter. Et ces 90-là, finalement, c'est ceux qui vont venir mettre des petits posts, faire des commentaires, faire des likes, et on les identifie relativement mal. Aujourd'hui, on a tendance à se concentrer sur ce qui est visible. On va aller sous le lampadaire pour chercher ses clés, mais on ne va jamais aller à côté. L'objectif, c'est véritablement de regarder ce qui se passe à côté. Donc il faut identifier ces communautés. Alors l'objectif d'identifier ces communautés, en fait, c'est de découvrir de nouvelles communautés par rapport à des prises de parole spontanées, qui font que ça va nous révéler des communautés dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Donc il va falloir qu'on les identifie, qu'on leur apporte un certain descriptif en termes de nombre, qu'on puisse savoir quelles sont les communautés influentes et les communautés non influentes, de savoir également où elles se trouvent exactement. Et à partir de ce moment-là, on commence à voir finalement une sorte de carte qui va nous permettre d'opérer un monitoring et surtout d'intervenir face à des communautés qu'on n'avait pas identifiées initialement. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle, par rapport aux sujets qui sont échangés sur ces communautés, par rapport à l'influence que ça peut avoir sur notre marché, ça nous révèle qu'on est en décalage par rapport à ce qui se dit. Donc l'idée à retenir, c'est qu'on ne reste pas sur des évidences. En fait, on révèle de nouvelles discussions. Donc on est en décalage par rapport à ce qui se dit. Donc quelque part, on est en décalage par rapport à nos clients. Ça nous révèle également une carte où on voit quel est le parcours
stratégiques utilisées par son client. On peut se dire, tiens, je vais aller sur tel forum, et sur ce forum-là, je vais répondre à toutes les questions qui sont posées. En fait, il s'avère que vos clients ne se trouvent pas sur ces forums, mais qu'ils utilisent d'autres plateformes pour prendre la parole, sur LinkedIn par exemple, sur Google. Si vous avez un mauvais référencement de site internet, eh ben vous serez absolument pas du tout identifié par vos clients potentiels. Peut-être par vos clients actuels, mais absolument pas par vos clients potentiels. Donc ça vous révèle qu'il y a un gros décalage entre votre stratégie, ce que vous pensez être bon, et les attentes du public. Alors il va falloir adapter sa stratégie. Et par rapport à quoi on va adapter sa stratégie? Finalement, on adapte sa stratégie par rapport au centre d'intérêt de ses clients. Ça, c'est vraiment la notion clé par rapport à cette question de réputation et de stratégie sur le web, c'est de savoir quels sont les centres d'intérêt de vos clients. À partir du moment où vous connaissez les centres d'intérêt de vos clients, vous allez apporter des solutions, vous allez apporter des réponses qui sont en phase avec leurs attentes, vous allez réorienter votre stratégie, c'est-à-dire que vous pourrez toujours avoir votre produit et le service rendu qui est fidèle aux valeurs et à l'origine de l'entreprise, mais ça va vous permettre d'opérer une sorte de basculement et de réorientation par rapport à ce qui est attendu. Et du fait que vous avez identifié ces communautés influentes, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces communautés influentes pour les faire intervenir en votre sens. Vous allez pouvoir également mobiliser vos salariés au sein de l'entreprise qui prenaient la parole un peu à droite à gauche sans que ce soit véritablement organisé par rapport à la stratégie de l'entreprise, les faire intervenir sur des plateformes que vous avez identifiées et qui sont véritablement les plateformes où se trouvent vos clients. Donc au final, on revient sur cette notion de stratégie d'entreprise. Il faut que la stratégie d'entreprise soit partagée par tous, connue de tous. Donc une des premières choses à faire, c'est de communiquer sur la stratégie d'entreprise et ensuite de suggérer les endroits où il faut prendre la parole pour pouvoir répondre aux attentes et aux centres d'intérêt de nos clients si on veut les conserver. Et l'objectif du B2B et du commerce de façon générale, c'est de conserver ses clients. Merci Jean-Marc. Donc tout ça suscite pas mal d'interrogations et surtout la question, finalement, face à ça, qu'est-ce qu'un annonceur fait? Alors l'IGN, on le connaît parce qu'il y a des cartes et on l'utilise à titre personnel. On a tous une utilisation, donc ils ont une très forte activité en B2C. Mais ce qu'on connaît moins, et c'est logique parce qu'on le connaît moins, le B2B, il y a aussi une très forte activité aussi en B2B. La complexité d'ailleurs, c'est que B2B et B2C, la réputation, ce qui se dit sur les médias sociaux, les gens ne discernent pas forcément la différence. C'est nous qui faisons la différence peut-être entre du B2B, du B2C. Mais quand vous avez un avis qui est posé sur Internet, vous ne cherchez pas à savoir si c'est un avis B2B ou B2C, c'est un avis que vous voyez. Ça va, j'ai juste meublé comme il faut, donc tu peux y aller. Parfait François, merci. Donc, je suis Frédéric Cantat, responsable du service marketing de l'IGN. Donc effectivement, je vais vous faire un peu le témoignage de notre établissement par rapport à la réputation, l'e-réputation, tout en ayant, je dirais, bien à l'esprit que pour la majorité des personnes, et j'imagine que c'est le cas pour vous qui êtes ici aujourd'hui, l'IGN, tout le monde a en tête les cartes, les photos aériennes, mais il faut savoir que ça constitue, je dirais, un petit tiers de notre activité. On a 2 tiers de notre activité qui est concentrée sur du B2B et du B2J, Business to Government, puisque on est un établissement public. Donc juste une slide de présentation sur l'IGN. Donc l'IGN, ce n'est plus l'Institut géographique national depuis un peu plus d'1 an, c'est l'Institut national de l'information géographique, information nationale géographique et forestière, puisque le 1er janvier 2012, l'IGN, Institut géographique national, et l'inventaire forestier national, IFN, ont fusionné. Donc c'est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle des ministères en charge du développement durable et des forêts. Alors, au niveau de la
je dirais, des annonces du côté annonceur. On a depuis plusieurs années massivement basculé, je dirais, dans une communication digitale avec, je dirais, des lettres d'information, des sites internet, des publications qui sont désormais systématiquement numériques. Alors, il y a encore un petit peu de print, hein, mais ça rentre dans ce qui a été dit tout à l'heure avec l'optimisation qui, au niveau digital, permet d'être beaucoup plus efficace. 2012, pour nous, a été une année particulièrement importante, et je le développerai aussi plus loin, puisque nous avons revu complètement tous nos sites Internet, toute notre galaxie, avec, je dirais, un site corporate et puis des sites dédiés en fonction des cibles, avec également des outils d'interaction pour les médias sociaux. Et puis également, on a créé une web TV qui permet de relayer utilement à la fois des éléments pédagogiques, mais aussi des événements qu'on peut organiser, qu'on peut diffuser ou laisser à disposition pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Alors juste un petit historique en termes de témoignages par rapport à la présence de l'IGN au niveau de la réputation et des réseaux sociaux. Ce qu'il faut voir, c'est que pour nous, ça a commencé... Alors tout à l'heure, on citait les années 90, donc nous, c'était la toute fin des années 90, puisque c'était les années 2000, où on a commencé à être, je dirais, interpellé sur des forums. Hein, les forums commençaient à battre leur plein, notamment un forum professionnel qui est dédié à l'informatique de géographie, qui s'appelle GeoRéseau, et on a vu fleurir pas mal d'interpellations de l'IGN par rapport à son modèle économique, à son positionnement, où les gens ne comprenaient pas forcément, et donc on a commencé à venir, je dirais, interagir, répondre pour expliquer, donner des éléments de langage et ne pas rester silencieux, entre guillemets, par rapport à ces prises de position. Un peu plus tard, puisqu'on est 6 ans plus tard, il y a eu en juin 2006, le 26 juin 2006, le lancement du géoportail. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui êtes dans la salle, vous ne vous souviendrez peut-être pas, mais ça fait, c'est maintenant dans l'histoire, mais ça a été un sacré buzz, lancement présidentiel à l'Élysée. Les médias se sont, je dirais, emparés de cette histoire où c'était un an après Google Maps, c'était le coq gaulois qui répondait à l'Amérique. Et donc on s'est retrouvé avec, je dirais, une bulle de communication extraordinaire, la presse, le 20h, un peu partout sur Internet. Et ce qu'il est advenu était un peu écrit, c'est que derrière, il y a eu une mise en rideau du site, puisqu'il y avait trop de sollicitations et que l'infrastructure n'avait pas été prévue. Donc on a eu un petit peu de mode urgence à faire, hein, 2-3 jours assez tendus. Ce jour-là, il se tenait aussi... pour les sportifs qui s'en rappellent, hein, le match France-Togo, la Coupe du Monde 2006, et heureusement la France a gagné, ce qui fait que le samedi 27, on parlait plus de la Coupe du Monde de football que du géoportail, mais ça a été un bon apprentissage. Un peu plus loin, on a aussi, je dirais, mis en place des blogs, plutôt dans le domaine grand public, soit sur les GPS ou tout ce qui est actualité autour des loisirs de plein air, de la outdoor, où on s'est aperçu que on avait beaucoup de retours, beaucoup d'interactions avec les utilisateurs, et que ces expérimentations-là, puisque c'était des expérimentations, valaient le coup d'être jouées, d'être poussées, où on avait vraiment des avis qui étaient émis, voire même des contre-blogs qui se créaient par rapport à des communautés qui voulaient vivre leur vie avec le forum évadéiste à côté de l'IGN. 2009-2010, on a ouvert, encore au terme de l'expérimentation,
des comptes Twitter et Facebook, de comptes, Géoportail IGN France, pour voir ce qui s'est un peu passé. Et puis, en 2011, où c'était vraiment là les choses montaient, je dirais ces expérimentations qui étaient faites un petit peu dans un coin, commençaient à vraiment prendre de l'ampleur. Et donc, il y a eu, je dirais, on s'est un peu posé pour faire une étude de la présence de l'établissement sur les médias sociaux, pour avoir un go derrière, pour mettre en œuvre des choses au niveau du B2C et surtout du B2B. Et puis donc, pour boucler la boucle, octobre 2012, on a eu le lancement de la 3e version du Géoportail. Donc là, je dirais avec l'expérience, la courbe d'expérience a parlé. On a ouvert tranquillement en juillet. On a informé toute notre communauté d'utilisateurs. On a interagi pendant 3 mois et on a fait un événement, on va dire, de lancement du Géoportail 3, mais qui s'est parfaitement passé et qui n'a pas eu les mêmes conséquences que 6 ans plus tard. Donc, je disais, on a fait une étude assez fouillée sur notre positionnement par rapport aux médias sociaux. On a décliné quatre objectifs. Accroître notre notoriété. Ça, c'était quelque chose de très important. Notamment, c'était un peu avec le 4e objectif, en termes d'élargissement d'audience, toucher d'autres publics. C'est vrai au niveau professionnel comme au niveau grand public. Notre public est plutôt CSP+, âgé, masculin. Donc ça, c'est un fait. Avec des médias sociaux, on arrive à aller chercher d'autres publics. Et puis, on voulait, je dirais, capitaliser sur cet échange avec l'ensemble de nos cibles, qu'elles soient grand public ou professionnelles, pour interagir avec elles. Donc voilà, donc, en 2012, on a des sites et des comptes Facebook ou Géoportail ou Twitter qui ont été complètement repensés, avec je dirais une cohérence complète entre les uns et les autres. Une web TV qui a été créée sur YouTube, et puis un compte Flickr qui permet de faire des rebonds entre les différents médias et de pouvoir personnaliser certains échanges. On a également en 2012 mis en place, ça c'était un point important, en interne, un comité des médias sociaux pour un petit peu réguler les interventions des différentes personnes sur les médias sociaux, pour professionnaliser, donner des bonnes pratiques, des bons cadrages pour intervenir de façon réactive. Et puis, quelque chose qui est en cours, puisque là il y a une demande assez forte qui remonte dans l'interne, c'est de pouvoir disposer d'un guide de bonnes pratiques. On appelle ça une charte éditoriale, mais pour que chaque personne de l'entreprise puisse avoir un petit guide, pas de survie, mais des bonnes pratiques pour pouvoir intervenir sur les médias sociaux de façon appropriée. Donc voilà, juste pour conclure, quelques retours d'expérience, où on a vu que ce qui était très important vis-à-vis de la communauté, c'était d'être réactif, de ne pas laisser gonfler de buzz et de bad buzz, même si on ne maîtrise pas tout, mais de pouvoir intervenir de façon réactive. Alors parfois, ça nous a obligés de remonter jusqu'à des communiqués de presse. Il y a un peu plus d'1 an, on avait publié comme chaque année des cartes. Donc là, c'était un produit grand public, des cartes régionales millésimées. Il y a eu un petit télescopage d'actualité, où en région Bretagne, il y a des conseillers régionaux qui déposaient une motion pour élargir la région administrative Bretagne en incluant le département 44 de la Loire-Atlantique. Et il y a quelqu'un qui a lancé en disant écoutez, c'est normal de faire ça, même l'IGN dans ses cartes représente la Bretagne avec 5 départements. Et donc là, c'est parti très, très vite, un peu partout dans les réseaux, au niveau aussi, je dirais, État. Et donc, il a fallu faire des interventions sur les réseaux sociaux, et également de façon un peu officielle, pour dire non,
l'IGN ne revisite pas la géographie administrative, mais elle ne fait que publier des cartes comme chaque année. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, mais la carte des Pays de Loire, eh bien, sur la couverture, inclut le département de l'Ille-et-Vilaine, département 35. Donc, il n'y a pas de parti pris de l'IGN. Autre exemple récent, c'était fin 2012, où on a, pour l'édition 2012 du concours Géoportail, on avait, donc c'est plutôt un événement B2B, des développements, je dirais, applicatifs autour du Géoportail, où il y avait un prix qui était le prix du public. Et donc, au tout départ, on avait invité nos correspondants à voter sur Facebook. Et très rapidement, on a eu des retours en nous disant « mais vous ne pouvez pas proposer comme seul média de vote un compte Facebook ». J'ai encore moins pour un établissement public. Donc, on a réagi tout de suite en proposant d'autres moyens de vote, comme par exemple le mail, qui a permis de faire retomber toute polémique. Donc, par exemple, sur le concours Géoportail, on a capté la cérémonie de remise des prix et vous pouvez la consulter sur notre web TV. Comme ça permet de prolonger les événements. Juste dernière difficulté par rapport à la réputation, mais ça peut frapper chacun d'entre vous. Il peut y avoir des homonymes, ça peut exister, et donc ça, je dirais, il faut faire avec. On n'y peut pas grand-chose, mais IGN, dans le monde, c'est d'abord un éditeur de jeux vidéo, avant d'être un institut français. Géoportail, ça a tendance aussi à devenir un nom commun, et donc ça peut, je dirais, poser quelques problèmes de lisibilité ou des risques de confusion. Voilà, donc pour nous, les points clés, c'est d'être réactif, de toujours répondre, je dirais, aux interpellations, ne pas laisser les choses gonfler, et puis maintenant de propager cette culture des médias sociaux au sein de l'établissement pour donner des outils et des bonnes clés pour les personnels, pour qu'ils puissent, je dirais, eux aussi utiliser dans un cadre bien défini le levier d'interaction avec nos clients et nos utilisateurs. Merci Frédéric. Alors, je te rassure, il y a nettement pire qu'IGN dans les homonymes. Quand vous prenez la BNP et que vous faites une étude sur la réputation de la BNP, quand vous allez sur l'étranger, tout ce qui est en anglais, vous tombez en premier sur le BNP anglais, qui est le British National Party, c'est-à-dire l'équivalent du Front National. Et donc là, les injures se déchaînent et ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut séparer. Alors, ce que je vous propose, c'est commencer déjà à réfléchir, parce que si vous avez des questions, des interpellations, n'hésitez pas. Je vais juste lancer quelques questions pour lancer le débat, mais c'est vous qui avez le droit de poser les questions. Simplement, moi, ce qui me frappe, c'est que, in fine, tout ce qui est le B2B fonctionne depuis des années en réseau. Finalement, qu'est-ce qu'on fait sinon ici que du B2B en réseau? On est tous dans une salle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ensuite, on peut voir la réputation des uns et des autres. Alors, est-ce que le B2B, finalement, ce n'est pas le syndrome du Minitel qui fait que la France a pris du retrait au départ de l'Internet parce que de toute façon, on avait le Minitel, on ne voyait pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Est-ce que finalement, pourquoi tant de retard, finalement, des entreprises du B2B sur les médias sociaux? Isabelle. Oui. C'est à peu près ce que j'essayais d'expliquer au préambule, encore une fois en prenant mon cas personnel, ce qui est le plus concret que je connaisse. Encore une fois, le business model entre B2B et B2C, donc là on parle purement de business, de revenus et de chiffre d'affaires d'une entreprise, n'est pas du tout le même. Dans le B2C, on achète pour soi. Dans le B2B, on achète pour son entreprise. Psychologiquement, c'est une démarche qui est complètement inversée. Donc il paraissait normal que le B2C soit les premiers à s'intéresser à l'e-réputation, parce que le consommateur est son propre client, donc il peut mettre son avis sur le produit qu'il a consommé lui-même. Maintenant, on est plus habitué à un B2B à avoir un marketing qui est assez proche, soit de la communication, soit du business développement, donc le développement des ventes.
Déjà, entre développement des ventes et Internet, B2B, on n'a pas bien compris le rapport, il faut du temps. Maintenant, que le salarié soit libre de marquer, en tout cas d'indiquer un commentaire sur Internet pour l'achat qu'il a fait pour son entreprise, c'est quelque chose que, tout à l'heure tu parlais de stratégie, Jean-Marc, que les dirigeants, en tout cas les chefs d'entreprise, doivent vraiment prendre en compte, parce que les réseaux sociaux et Internet sont tellement devenus quelque chose de commun pour nous tous à titre personnel. C'est normal de marquer son avis, ou en tout cas de marquer ce qu'on fait dans la journée sur Facebook ou autre. Qu'en fait, on le fait sans faire attention. On a acheté le produit pour l'entreprise, mais à partir du moment où l'entreprise a une réelle identité, on appartient réellement à un groupe de personnes entreprises, c'est un peu comme si on l'achetait pour soi. Donc il n'y a aucun problème de marquer un commentaire sur « j'ai acheté avec tel fournisseur, par contre ça ne va pas bien ». Mais là où il y a encore le gap et là où encore on est en retard, dans le B2B, c'est de dire « ok, Internet, ça devient une réelle stratégie d'entreprise pour moi, un, pour faire des affaires, et deux, pour communiquer directement avec le client. Donc attention, ma réputation n'est pas seulement dans les journaux classiques, à la télévision ou en bouche à oreille, mais il est aussi maintenant concerné par Internet. Et c'est vraiment là où pour moi le point est très important, et on n'est pas tout à fait encore bien dedans, hein. Pour moi on est vraiment encore en retard. C'est vraiment une question à se poser au niveau de la stratégie, non pas marketing, mais la stratégie globale de l'entreprise. Là on est vraiment dans le point de départ. Je ne sais pas si tu me rejoins ou pas, Jean-Marc, là-dessus, tu parlais de stratégie. Pour moi, c'est vraiment primordial et c'est là où il y a eu un peu ce décalage entre l'utilisation des réseaux sociaux et du web perso et l'utilisation pour son entreprise. Pour te répondre par rapport à cette question de stratégie, finalement, c'est de pouvoir exploiter au mieux les savoir-faire et les compétences des salariés de l'entreprise au travers de la pratique qu'ils ont sur le web social et de voir comment on peut mobiliser ces salariés pour pouvoir opérer et assurer une présence de l'entreprise sur le web social. Juste pour répondre, ça c'était pour te répondre, et pour revenir sur la question qui était posée par François, le web social c'est du social, l'entreprise n'est pas sociale. Du moins, à l'origine, l'entreprise n'est pas sociale, elle est là pour faire du business. Donc ça explique qu'il y a eu un tel écart et un tel retard de présence des entreprises sur le web social, que ce soit en B2B ou en B2C, parce que ce qui est intéressant sur le web social, c'est de publier ses photos, de publier ses vidéos, d'échanger avec ses amis. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de pages d'entreprise et que les entreprises s'en contrefoutent quelque part parce qu'elles ne répondent pas aux questions qui sont posées. Il n'y a aucune interaction. La conversation sur des pages d'entreprise, elle est relativement rare. Donc je pense que ça explique ce retard, et ce retard, il va encore durer longtemps, tant qu'on n'intégrera pas et qu'on ne fera pas confiance à ses salariés au travers de cette prise de parole sur le web. Oui. Est-ce que pas tout simplement, sans être provocateur un peu, c'est simplement parce que finalement les gens qui sont sur le web social, essentiellement à titre particulier, c'est déjà la génération Y, les jeunes, et que les entreprises sont dirigées au niveau du management supérieur par des gens, la génération Y, il y a longtemps qu'ils sont passés, hein, et qu'aujourd'hui... c'est pas ça aussi la réalité des entreprises? Vous n'avez pas l'impression? Oui, alors pour répondre de façon un peu concrète, oui et non, sans doute, mais les choses sont en train de changer vraiment de façon très, très rapide, je dirais, au niveau de l'hygiène. Tout le comité de direction est équipé de moyens connectés. Je pense qu'il y a eu une évolution, une barrière, et ça a été dit tout à l'heure, avec les réseaux sociaux qui étaient quelque chose du domaine privé, et vu de l'entreprise, vu de l'organisation, quelque chose de pas forcément très sérieux. Et maintenant, en voyant, je dirais, les moyens d'interaction, les remontées que cela peut générer, c'est en train de se crédibiliser tout à fait. Un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'était aussi, Jean-Marc le soulignait, sur la confiance à donner aux personnes de l'organisation sur le fait de pouvoir prendre position sur les réseaux sociaux en tant que membre de l'organisation. Ça, c'est quelque chose sur lesquels il y a encore pas mal de prudence, et j'ai évoqué tout à l'heure le sujet d'une charte, hein, un peu de bonne pratique. Ça permettra de donner des guides et de faire en sorte que la bride, d'une certaine façon, soit lâchée, parce que il faut voir aussi, et c'est la réalité,
souvent, d'un point de vue com ou d'un point de vue même top management, certains se font taper les doigts sur les doigts entre guillemets en disant bah tiens pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as écrit ça, derrière il y a tout ce qui est identité numérique. Quand je prends une position, je la prends à titre personnel, je la prends à titre de membre de l'organisation et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Bernard, tu veux dire quelque chose? Non, je t'ai vu que tu prenais le micro. Bon, je voulais juste dire un peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, quand un salarié intervient sur les réseaux, est-ce qu'il le fait à son nom propre ou au nom de son entreprise? Et ça, c'est pas clair, hein, on ne sait pas bien. Quand à titre personnel, vous plaignez d'un fournisseur, vous avez acheté un truc qui ne vous va pas, bon, bah, c'est vous. Mais si vous dites du mal d'un fournisseur sur l'entreprise, sur un réseau social, c'est votre patron qui risque de vous engueuler. Si vous vous trompez, donc c'est pas évident, c'est pas bien. Et effectivement, la solution, c'est sûrement ces chartes-là. Mais au fond, est-ce que les entreprises aujourd'hui poussent ou au contraire freinent? Il y a une étude qui est citée dans le livre blanc qui montre que je crois seulement un quart des entreprises aujourd'hui soutiennent l'idée, ont une charte parmi les grands comptes, ce qui est peu. Et que parmi ce 25% d'entreprises, seulement 10% des salariés de ces entreprises interviennent. Donc finalement, ça fait très peu de monde. Et pourquoi? Sans doute parce que les entreprises freinent. Oui. Est-ce que aussi, parce que bon, les entreprises, c'est clair, hein, maintenant, toutes les entreprises, les grandes entreprises, même sur le B2B, ont leur community manager, savent qu'il faut intervenir, savent qu'il faut gérer un certain nombre de choses. Sauf qu'il ne faut peut-être pas simplement éduquer que la communication. Juste prendre un exemple, mais que tout le monde a entendu ces dernières années dans le domaine de l'informatique, où il y a 3 salariés de l'entreprise qui ont raconté qu'ils n'étaient pas contents de leur entreprise sur Facebook. Résultat, ils ont été licenciés et finalement, en appel, l'entreprise a été déboutée. Alors, pour des problèmes juridiques que les avocats avaient mal ficelé les choses, mais quelque part, aujourd'hui, ils ont un mal fou à pouvoir recruter parce que les gens se disent cette entreprise a une mauvaise réputation au niveau des salariés, ça ne se passe pas très bien. Donc, quelque part, là, finalement, les ressources humaines, eux, ils sont peut-être derrière. Les juridiques, ils sont à la traîne. On l'a vu aussi énormément en B2C. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi de mise de toute l'entreprise à niveau et pas simplement... Tout à l'heure, quand on parlait de direction générale, le point est vraiment là. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Marc, déjà, à l'origine, l'entreprise n'est pas sociale, dans la pure définition du terme, et plus business. Et maintenant, en tout cas de faire prendre conscience aux directions générales que le social peut être parfois lié au business tout en gardant le côté social et en prenant en compte la problématique juridique ou le risque qu'il peut y avoir pour l'entreprise, c'est là tout le chemin qu'on a à faire et c'est pour moi là tout le retard qu'on a aujourd'hui. Et il y a une réelle prise de conscience. Tu parlais tout à l'heure, Bernard, de 10%, c'est ça à peu près, des entreprises qui ont commencé à mettre une charte. C'est rien. C'est vraiment rien. Et puis entre mettre une charte, la faire, en tout cas la pratiquer, pardon, et en voir les résultats, à mon avis, la charte est plus une charte pour brider les communications extérieures, plus qu'une charte pour libérer toutes les communications et justement laisser libre cours à les réputations B2B et en faire un avantage pour l'entreprise. Jean-Marc ? Oui, au niveau de l'école des mines, notre objectif, c'est que la communication soit plus, le service communication ou web marketing soit plus en charge du web social. C'est-à-dire qu'on pourrait estimer que l'école des mines sera devenue, aura complètement impliqué cette dimension web et cette dimension web sociale à partir du moment où c'est plus la com qui prendra la parole sur les médias sociaux, mais plutôt les directions en charge, par exemple, la direction des études. C'est à la direction des études d'être en lien direct avec des élèves via le compte Twitter. On voit que la génération qui arrive utilise de moins en moins le courrier électronique. Or, un des cadeaux, quelque part, qui est fait par les grandes écoles aux élèves, c'est d'avoir une adresse de courrier électronique à vie. Non, ce qui les intéresse, c'est peut-être d'avoir une adresse Twitter ou une adresse Facebook à vie ou d'un autre réseau, puisqu'ils vont pas, ou ils vont beaucoup moins consulter le courrier électronique que checker leur profil ou leur statut sur
sur Facebook, ou les dernières news qui vont tomber sur Twitter. Donc la direction des études, oui, elle sera amenée à être présente sur Twitter. Pareil pour la bibliothèque, pour annoncer les derniers ouvrages qui vont arriver. Pareil pour la direction juridique. Pareil pour la direction de la recherche partenariale avec nos partenaires industriels. Donc demain, j'espère qu'on ne fera plus de web social, hein, parce que ça sera bien intégré dans l'organisation et dans la structuration de l'établissement. Frédéric ? Oui, je crois que ça, c'est un des grands enjeux. Nous, on l'a vu fin 2012 en consultant un petit peu de façon qualitative nos utilisateurs professionnels, nos clients. Il y avait une forte attente d'interactivité avec l'établissement, et notamment avec nos experts. Pas forcément, je dirais, une interaction top-down ou bottom-up, mais vraiment pouvoir, je dirais, bon, l'hygiène a quand même une réputation globalement qui est plutôt bonne, donc ça, c'est plutôt bien pour nous, avec, je dirais, une image d'experts, de qualité, etc. Mais les attentes, c'est aussi de pouvoir interagir en one-to-one avec les experts des différents sujets qui sont généralement à composante assez forte scientifique ou informatique, pour vraiment personnaliser ces échanges. Et alors évidemment, le top, c'est de pouvoir interagir en visuel ou en visioconférence, mais ça peut être aussi via des mails ou des direct mails, Twitter, etc. Et donc ça, c'est un des vrais enjeux que les experts, que les porteurs de paroles fortes puissent s'exprimer de façon assez libre et assez facile. Alors, juste avant que Jean-Marc reprenne la parole, puisque tu parlais d'interagir avec les experts, vous pouvez interagir aussi en posant les questions. Donc, je vais laisser Jean-Marc reprendre la parole et ensuite on va directement passer aux questions qui sont dans la salle. C'était simplement pour rebondir sur cette notion d'expert. C'est vrai qu'on se demande toujours, mais concrètement, comment ça se passe, la gestion de marques de notoriété et d'échange sur le web social. Nous, on s'est rendu compte que nos enseignants-chercheurs aujourd'hui ne sont plus uniquement des enseignants-chercheurs ou des experts, mais ils sont également des interlocuteurs qui vont prendre la parole sur le web social. Et on joue beaucoup sur leur profil LinkedIn, parce que notre population cible se trouve quand même sur LinkedIn, où ils vont prendre la parole à titre personnel et à titre de chercheur, et pas sur des sujets qu'on va poster ou des actualités qu'on mettra sur la page de MinParisTech, mais véritablement sur des sujets, des questions qu'on aura identifiées qui sont posées sur les hubs professionnels. Et à force d'apporter des réponses aux questions qui sont posées, on finit par être identifié en tant qu'expert, et c'est là que se produit finalement l'interaction sociale. C'est là que l'on remonte en termes de crédibilité et d'affichage de cette expertise. Et c'est là qu'on voit qu'on mobilise les forces internes pour prendre la parole sur le web social et assurer la présence de l'institution, qui n'est plus du tout une présence institutionnelle, mais qui est une présence à titre individuel et qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus crédible. Alors, il y avait déjà une première question, non? Pas encore? Oui, là-bas. Alors, un micro va arriver par votre belle hôtesse. La question était ici. Bonjour. Bonjour. Une question pour Monsieur Gohaché. Je crois bien que vous disiez tout à l'heure, il faut écouter la majorité silencieuse. Alors, par essence, silencieux, c'est difficile à écouter. Est-ce que vous avez des exemples concrets de moyens pour entendre ces gens-là? Oui, donc en fait, on opère par sourcing, c'est-à-dire qu'on utilise Google et d'autres métamoteurs pour faire remonter les sujets de discussion qui portent sur des mots-clés. C'est-à-dire qu'on va lancer des mots-clés. Par exemple, je vais vous donner un cas concret, on a travaillé sur le doctorat. Pour le doctorat, on avait mis des mots-clés type conception de matériaux innovants, biomatériaux, énergie renouvelable, etc., polysaccharides, des termes bien intelligents, pour se dire on va toucher notre cible, c'est-à-dire les futurs doctorants. En fait, pas du tout. Les doctorants, ils se posent des questions complètement différentes. C'est est-ce que je vais avoir du boulot quand j'aurai mon doctorat? Comment je m'inscris? Quelles sont les modalités d'inscription? Quels sont les prérequis? Et ainsi de suite. Donc, grosso modo, les questions que se pose notre cible, ce n'est pas du tout des questions à caractère scientifique, parce que ce sont des personnes qui sont quand même convaincues et qui ont suivi des études pour y arriver, mais ce sont plutôt des questions pratiques. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même regardé notre site internet avant d'aller sur le web social, et on a vu qu'on n'expliquait pas très bien quelles étaient les modalités d'inscription, par exemple. On ne revenait pas forcément sur les modalités de financement. Donc on a commencé à enrichir notre site internet par rapport à ça, pour apporter des réponses concrètes
à des questions dont nous-mêmes, on ne se posait même pas ces questions-là. Donc c'était tellement évident qu'on ne le voyait pas. Et l'interrogation de la majorité silencieuse a fait que ces questions-là, qu'on ne nous posait pas spontanément, personne ne nous appelle pour nous poser ces questions-là, mais finalement ce sont les questions qui sont posées, mais qui ne remontent pas dans le top numéro 1 des questions le plus posées sur le web. Donc, précision, donc la majorité silencieuse, ce n'est pas les gens qui ne disent strictement rien, mais c'est les gens qui parlent très peu et très doucement. Oui. Ça peut être lié à cette notion de signaux faibles. Voilà. Ce qui pose des questions, effectivement, ça marche ça ? Oui, il faut parler dedans. Ce qui pose des questions en termes d'outils, puisque repérer dans une énorme masse d'informations des signaux très faibles de gens qui sont généralement silencieux, ça, c'est pas facile. Donc effectivement, il peut y avoir ce genre de démarche où on cherche à la provoquer quelque part, à demander à la majorité silencieuse de s'exprimer. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça que tu disais, voilà, ou une question. Mais il y a une autre démarche, c'est essayer de repérer ces messages, ces signaux faibles, comme on dit, qui vont aborder des sujets qui sont généralement pas abordés. Et là, si on veut faire ça à la main, c'est pratiquement pas possible, quoi. Et c'est là où les technologies de text mining, de plateformes de surveillance, etc., sont utiles. Alors, d'autres questions ? Oui. L'hôtesse t'amène. Ouais, on va pas insister quand même. Bonjour. C'est pas moi qui commençais. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, est-ce que vous pouvez nous préciser, puis est-ce que le plus important, c'est d'écouter, justement, est-ce que vous avez en tête des outils, vraiment de sémantique, etc., d'analyse sémantique, au niveau français ou international, qui marchent très bien pour écouter ces signaux faibles ou autres ? Je pense que je peux des premières réponses là-dessus. Donc là, vous demandez, votre question, c'est des outils d'analyse sémantique qui marchent très bien, c'est ça, si je résume ? Ma demande est simple par rapport à la présentation du monsieur de Paris Tech. On voit bien qu'on est là pour écouter les signaux faibles et écouter vraiment ce qui se dit sur la marque. Comment on fait, quoi ? Comment on fait pour écouter, pour ne pas se planter ? Et est-ce que la technologie aujourd'hui peut le faire ? Je crois qu'il y a une première question qui se pose tout de suite, c'est dans le projet que vous avez, dans le sujet que vous voulez traiter, quelle est la volumétrie ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un problème où on parle en milliers ou en dizaines de milliers de messages par jour ou par semaine, ou est-ce qu'on est dans un problème où on parle de quelques messages par-ci par-là ? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc dans un cas, vous pouvez le traiter, je dirais, à la main, avec un veilleur qui va passer 2 heures par jour sur un écran, avec des outils gratuits d'alerte sur Google, Twitter et autres. Mais si vous avez des grandes masses d'informations, là, vous ne pouvez plus. Parce que, alors soit vous faites de l'échantillonnage, vous dites, bon, je vais regarder par-ci, par-là, et puis je me ferai une idée, soit vous voulez avoir une observation, sinon exhaustive, parce que c'est probablement pas possible, au moins beaucoup plus large. Et à ce moment-là, vous êtes obligé, je crois, de vous aider d'outils, de moteurs de recherche, de text mining, de ce qu'on appelle aujourd'hui sentiment analysis, opinion mining, qui sont des technologies pour arriver à classer ces avis, à la fois sur les thématiques abordées, de quoi ça parle, et ensuite sur les tonalités, c'est-à-dire est-ce que ça en parle plutôt en bien, plutôt en mal. Maintenant, est-ce que ce sont des technologies matures ? On va dire qu'elles avancent très vite, qu'il y a certaines offres qui sont déjà assez musclées, qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus fantaisistes. Est-ce que, par exemple, madame qui est dans une entreprise, aujourd'hui, vous utilisez ça pour votre cas personnel ? C'est une très bonne question. Non. Non, pour plusieurs raisons. La première, tout à l'heure, je parlais du retard. Dans le monde de l'IT, alors là, j'ai parlé du marché que je connais le mieux, hardware, software, entreprise internationale à tendance anglo-saxonne, voire américaine. On en est très, très loin. On est justement très loin, et c'est de là tout mon intérêt pour ce livre blanc, et justement poser les bonnes questions. On est très loin de mettre ce sujet au cœur de la stratégie de l'entreprise. Quand je parle de stratégie, c'est la direction générale, c'est les CEO internationaux. Donc pour moi, le point, il est vraiment là. En revanche, ces outils, alors je vais me faire l'avocat du diable, je vais faire entre les deux. Je pense qu'on va devoir très très vite y venir, parce que surtout quand on parle d'international et d'entreprises multi-pays, en termes de recherche, et là pour de bon, de quantité,
d'informations qu'on a, il va y avoir à la main, c'est pas possible. Et comme chaque pays n'est pas dans le même degré de retard par rapport à cette e-réputation B2B, il va falloir à un moment donné se poser réellement la question, et là on va avoir besoin d'outils fiables. Moi, ma question à l'inverse, alors je suis désolée Bernard, je vais faire l'avocat, c'est comment on peut différencier toute cette sémantique qui vient de réels clients de toute cette sémantique qui vient de réels concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans le B2C, donc évidemment, je réfléchis, je fais l'avocat du diable, hein, tu vas me tuer. Mais dans le B2C, on le voit aujourd'hui, les entreprises qui sont même spécialisées dans la création de comptes, dans la création de commentaires, et voire plus. Donc c'est évident qu'à un moment donné, ça va arriver dans le monde du B2B. Alors, si tu permets, parce que, en fait, bon, on a tous des outils. On ne va pas vous citer des outils nommés parce que ce n'est pas le but de faire la publicité pour les uns pour les autres. En plus, ça serait stupide. Chacun a ses avantages. Simplement, il y a une chose qui est importante à prendre en compte. Ce n'est pas parce que l'on a un outil que ça suffit. C'est-à-dire que quelque part, l'outil n'est qu'une voie d'entrée qui va recueillir beaucoup d'informations, qui va traiter beaucoup d'informations. Mais s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui est capable de faire l'analyse, ça ne servira à rien. Sinon, en effet, à prendre du mauvais buzz généré par des concurrents pour des réalités. Par contre, si on commence à défiler les choses, on peut voir, par exemple, quelqu'un qui a commencé à mettre un papier sur un blog, et ensuite, vous allez le retrouver sur Agoravox, parce que Agoravox, c'est superbe. Ça permet, en publiant un papier dessus, même si ça devenait un peu old-fashion, de pouvoir bénéficier du PageRank d'Agoravox pour aller plus loin. Et ensuite, c'est repassé sur un forum, etc., etc. Et quelque part, si vous n'avez pas l'expert qui va commencer à les tirer le fil et voir que tout cela est lié les uns les autres, bah, vous passez à côté. Mais par contre, l'avantage aussi des médias sociaux, c'est qu'une fois que vous avez vu qu'il y a telle entreprise qui s'amuse à faire tel machin dans tel sens, etc., si par hasard, ça part sur Twitter, qu'il y a un mec qui s'amuse à truander dans tous les sens, ça se retourne contre lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, les gens évitent à raconter n'importe quoi. Alors, il y en a encore, mais généralement, c'est plutôt les néophytes, parce qu'on s'aperçoit réellement que utiliser les médias sociaux pour dénigrer se retourne très très rapidement contre ceux qui dénigrent. Oui, alors je suis 1000% d'accord pour dire qu'un outil tout seul, ça ne sert rigoureusement à rien. On est bien d'accord. Juste pour rebondir sur le dernier point, là, le dénigrement ou les messages, les posts de concurrents, il y a tout un travail qui a été mené par l'AFNOR sur les faux avis. Parce que, notamment en B2C, il y a un vrai gros problème, c'est qu'on sait que dans certains métiers, il y a probablement plus de faux avis que de vrais avis. Dans l'hôtellerie, par exemple, ou dans le tourisme. Et donc, ça pose un problème. Et l'AFNOR est en train de sortir une norme qui est en finition. L'idée principale, c'est la traçabilité, c'est-à-dire de dire il faut qu'un site soit capable, s'il publie des avis, de retrouver l'émetteur de l'avis et de prouver son identité. L'identité ne sera pas pour autant publiée sur le site, mais en cas de certification ou de contrôle, le site doit pouvoir remonter à la source. Et cette norme est en train d'être finalisée, elle est accessible sur le site de l'AFNOR, et ils sont dans la phase où ils demandent les avis. Donc c'est intéressant de la lire, je crois. D'autres questions ? Oui ? Levez la main, j'ai pas vu. Là. Ah. Il y en avait une là, puis après une... Les avis sont plus équilibrés, il y a des dames et des hommes. La table ronde, il y avait beaucoup plus d'hommes, mais cela étant, la table ronde présente, il n'y avait pas d'hommes, donc on est mieux équilibré malgré tout. Bonjour, donc moi je voudrais répondre à la question du monsieur, et pour vous dire quand même qu'un outil c'est important. Par exemple, ce matin j'ai assisté à la première présentation et on parlait du cas Burberry, et quand même l'outil qui est derrière Burberry, c'est Salesforce. Salesforce, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, c'est du social CRM. Et ils ont un outil qui s'appelle Radian 6 et qui est un super outil pour savoir ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux et essayer d'interagir et de déceler ce qu'on dit sur vous. Donc, j'ai travaillé pour un intégrateur de Salesforce. Je ne travaille plus pour cet intégrateur. Mais je pense que parler d'outils, c'est important pour être dans l'action. Juste, je dirais deux choses. La première, ni Bernard, ni moi, ni personne n'avons dit que les outils ne servaient à rien. On vous a dit que les outils ne servent à rien
sans les hommes derrière, et même celui que vous avez cité. Et la deuxième chose qu'on avait dit, c'est qu'on s'est interdit de citer des noms d'outils, parce qu'on peut vous en citer des courriels. Moi, j'ai travaillé avec certains, j'ai publié des livres avec certains éditeurs. Bernard a fait pareil, etc. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne cite pas de noms d'outils, sinon on va rentrer dans des querelles commerciales qui ne sont pas intéressantes. Il y avait une autre question derrière. Non, il n'y avait pas une autre question. Elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée. Il y a une question devant d'un monsieur, là. Ah, bon, là. Bon, alors. Et après, on passera devant. Moi, j'ai une question pour vous, madame. Tout à l'heure, vous disiez que les entreprises, peut-être une raison pour laquelle le B2B, enfin, tout ce qui est réputation en B2B était un peu en retard. Vous pouvez parler plus dans le micro ? Pardon. Si le B2B était en retard un petit peu pour la e-réputation, c'est parce que les entreprises n'étaient pas assez sociales. Pour vous, en quoi vous distinguez le fait qu'une entreprise soit vraiment sociale avec l'esprit d'entreprise, corporate, tout ce qu'il y a plutôt dans les entreprises anglo-saxonnes ? Alors, pour une des raisons du retard, c'est, comme disait également Jean-Marc, c'est la différence entre le social de l'humain et le social de l'entreprise. C'est une des raisons. Ce n'est pas l'ensemble des raisons. Une autre étant le business model et la façon de vendre d'une entreprise par B2C par rapport à une entreprise B2B, ce qui est un autre débat. Quand on parlait de social, c'est-à-dire que oui, l'entreprise, et de plus en plus dans la partie ressources humaines de l'entreprise, il y a une réelle appartenance à un groupe, mais ça reste très interne, ça reste très communautaire en fait. Et donc il n'y a pas d'extériorisation par rapport à ce groupe d'entreprises. Alors que le social de l'individu comme vous ou moi, en dehors de cette salle, c'est réellement avec un objectif de création de liens, que ce soit des liens familiaux, amicaux ou autres, ça après c'est très personnel. Il n'y a pas cette création de liens extérieurs dans l'entreprise. Et c'est là tout le paradoxe entre l'utilisation des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, à la base, à l'origine, et aujourd'hui l'utilité que doit également en faire le B2B. Ça répond à peu près à... Il y a une question, monsieur devant. Bonjour. Bonjour, oui. Daniel Rodet. J'avais une question sur en fait la réputation. En haut de la pyramide de la réputation, je pense que je ne suis pas le seul à avoir identifié Wikipédia comme le sommet de la réputation d'une entreprise et des points de la connaissance dans le monde, on va dire. J'ai vu qu'il y avait des interventions qui avaient été faites par l'IGN sur Wikipédia, et vous n'en avez pas parlé, donc j'aimerais savoir comment vous avez valorisé la réputation d'IGN, ou quel problème, enfin c'est un tour de table aussi, hein, comment valoriser la réputation sur Wikipédia. Merci. Oui, alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'était affiché dans une des planches. Donc c'était, je dirais, au début des réseaux sociaux, on s'est aperçu assez rapidement que les contributions qui étaient faites sur IGN ou Géoportail comportaient éventuellement, je dirais, un peu de côté partisan. Bon, c'était pas nous qui les avions spécialement suscités, mais c'était un peu comme j'avais fait référence aux échanges sur les forums au début des années 2000, où voilà, on a une communauté assez forte qui posait question entre guillemets par rapport au positionnement de l'établissement. Donc on a simplement, je dirais, procédé par petites touches, hein, parce que de toute façon Wikipédia, on fait pas ce qu'on veut et c'est encore heureux, pour factuellement n'avoir que des énoncés qui soient purement objectifs et sans affect. Mais c'était rien de plus. D'autres questions? Je crois que vous avez une question. Juste pour compléter la réponse de Frédéric, oui, Wikipédia remonte très très bien. Lorsqu'on fait un diagnostic en ligne, c'est un des points d'entrée majeurs sur le web. Donc, je vous le confirme. Ensuite, Wikipédia, ce qui a de particularité, c'est qu'il n'est pas social. Si vous regardez bien, il n'y a pas de bouton de partage sur Wikipédia. Et la mentalité des utilisateurs de Wikipédia n'est pas la mentalité des utilisateurs des médias sociaux de façon générale. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Heureusement que Google référence bien Wikipédia, mais il pourrait à terme en faire autant que ce qu'ils ont fait pour Twitter, pour Facebook et d'autres plateformes sociales. Et la pratique d'alimentation des pages sur Wikipédia, c'est vraiment une culture en soi.
Et ça ne s'acquiert pas. Il y a un rapport avec le service communication et le service marketing qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on est très vite identifié si on fait de la publicité sur une page Wikipédia. Et il faut avoir des profils assez anciens pour pouvoir alimenter les pages Wikipédia. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt d'éduquer et d'accompagner nos doctorants et élèves ingénieurs à la publication sur Wikipédia au travers d'exercices sur des pages qui ne nous concernent absolument pas, mais qui concernent des sujets de recherche ou d'enseignement, et de voir de quelle manière ils peuvent devenir contributeurs et alimenter les pages Wikipédia dans le sens de l'encyclopédie et du savoir. Après, ils ont des profils qui sont un peu plus matures, et du coup, ils peuvent aussi intervenir par ailleurs. Mais on n'a absolument aucun lien entre recherche et communication à ce niveau-là. Dernière question, bonjour. Bonjour, en fait je reviens sur la majorité silencieuse dont vous avez parlé, mais aussi les communautés influentes et non influentes. Aujourd'hui, il y a en effet la génération Y qui existe et même d'autres personnes, mais comment vous avez réussi à retrouver des questions qui sont posées par des personnes qui n'utilisent pas Internet, dans le sens où on ne publie pas des questions? C'est-à-dire que comment avez-vous trouvé les personnes qui ne publient pas quelque chose sur Internet et répondre à leurs questions, malgré leur non... Enfin, est-ce que vous comprenez ou pas un petit peu? Oui, en fait, elles publient. Vous avez parlé de 1% de personnes qui publient, mais comment vous gérez les personnes qui ne publient pas? Alors, pour le 1%, on est plus dans la démarche du blog, par exemple, où il y a une démarche volontaire de publication, de médiatisation, d'affichage d'un savoir ou d'un contenu ou d'une expertise. On se rend compte que dans cette fameuse majorité silencieuse, c'est qu'elle va quand même prendre la parole. Dès que vous faites un achat sur Amazon, par exemple, vous allez mettre une note par rapport au service rendu, par rapport à la qualité de l'ouvrage, à la livraison, tout un tas de choses. Et ça constitue des informations, des brides d'informations qui, par phénomène de récurrence, on va finir par identifier des questionnements. Et ces questionnements peuvent être posés par la cible qui se, intéressée par le client. Et on va se rendre compte que dans le giron de cette cible, il y a des influenceurs, les médias par exemple. Les médias sont absolument pas morts. Les médias sont extrêmement présents. Ils ont une puissance d'influence, de conviction qui est tellement prégnante qu'elle va commencer à répondre aux questions et à notre place de nos clients. Donc, et on voit qu'il y a des phénomènes comme ça d'influence. Après, on peut dire que les experts au sein de nos établissements sont influents également. Mais faut-il encore qu'ils soient acceptés sur les plateformes où sont posées des questions? Et faut-il encore qu'ils soient présents nativement sur ces plateformes ou qu'ils veuillent aller sur ces plateformes? Donc le plus difficile, et c'est pour ça qu'il y a une différence à faire entre diagnostic et veille, c'est qu'on va faire de la veille au quotidien pour savoir s'il y a des mentions particulières qui sont faites sur nos établissements. Par contre, la phase de diagnostic est une phase beaucoup plus longue, celle qui a été évoquée tout à l'heure par Bernard, parce qu'on enquête complètement sur le web pour avoir quand même des faits assez fondés et sur lesquels on va pouvoir orienter notre stratégie par rapport à ces questions qui ne trouvent jamais de réponse. Oui, je veux juste un petit complément sur un cas pratique. Au niveau du B2B, pour essayer d'analyser entre guillemets la majorité silencieuse, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est dans les médias et notamment sur les sites internet, c'est de proposer de tendre des perches pour avoir des contacts, pour poser des questions. Alors, il y a des FAQ, il y a des choses comme ça. Et puis il y a aussi d'analyser un petit peu les parcours, je dirais, des internautes qui arrivent d'un endroit, qui peuvent avoir des parcours très courts et puis qui partent sur des pages pour essayer, je dirais, de comprendre un petit peu pourquoi il est venu, pourquoi il est parti à cet endroit-là en particulier. Alors évidemment, on a une vue très partielle, c'est-à-dire qu'on ne voit que ceux qui ont bien voulu venir chez nous, et on ne voit pas, je dirais, les 9/10 de l'iceberg des autres avec qui on n'a pas interagi. Mais c'est une application concrète déjà d'avoir une vue sur les signaux faibles. Alors, juste pour rebondir et pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette session, aussi que, alors c'est vrai que les gens qui ne disent rien, ne mettent même pas une note sur Amazon ou quoi que ce soit, cela évidemment c'est un peu plus compliqué. Cela étant, je voudrais quand même rappeler que tout le marketing qu'on peut faire sur les médias sociaux n'est qu'une partie du marketing, et qu'il y a d'autres outils de marketing, notamment les études, qui peuvent permettre aussi d'interroger les gens, ce qui n'empêche pas que
ce que j'aurais appris par d'autres techniques marketing, je puisse l'utiliser aussi pour communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là, cette majorité alors strictement silencieuse qui dit rien, elle est quand même là sur les réseaux sociaux pour lire. Et donc, la politique qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas être forcément toujours quelque chose qui est on dit je réagis et je discute avec les mêmes. C'est être capable, à l'écoute de la majorité, donc en essayant de s'élargir au maximum du marketing. Il est 13h, donc je sens que les gens commencent à avoir faim. Donc je vous remercie pour votre patience et on peut applaudir les intervenants.